La pénurie de carburant en RDC. Pourquoi le prix de carburant varie-t-il d'une province à une autre? Quelles sont les différentes causes? Quelles sont les principales causes qui créent cette pénurie de carburant en RDC? Toutes ces questions auront de réponses par la bouche de notre invité ce matin, Staff Kalala, le doctorant, à qui je dis bonjour. Bonjour, cher Roland. Bienvenue dans cette émission Conglomérat énergétique. Merci. Alors, quelles sont les principales causes de pénurie de carburant en RDC? Les causes sont multiples. Mais je veux commencer d'abord par faire une observation. Ok. La RDC est un pays doté de potentiel pétrolier énorme. Malheureusement, nous fonctionnons comme des pays qui sont dépourvus euh, de ressources pétrolières. C'est la première des causes. C'est-à-dire donc, nous importons la quasi-totalité de nos produits pétroliers. Mhm. Alors, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas maîtrisées, ce qui entraîne la rareté des prix, plutôt la rareté de produits dans le marché, premièrement. Deuxièmement, 2 400 000 km², mais nous n'avons qu'à peine euh, 360 Il km. paraît qu'on a ajouté 400 à la fin, 2 300 400. 400, exactement, pour plus de Pour précision. plus de précision, oui. Mais on a à peine 360 km de pipeline, fois 2. OK? Mhm. Et donc, on a la difficulté d'acheminer ce produit dans des différents lieux sur le territoire national. Déjà, on a un problème de route. Tout le monde le sait. Et puis, la capacité de stockage. Donc, ce sont ces différents paramètres qui expliquent la pénurie dans des différents coins. Alors, problème de route, problème d'approvisionnement, c'est ce qui explique le différent prix dans Non, différentes non. provinces. La question était sur la pénurie. Mhm. Kinshasa souffre un peu moins de pénurie que d'autres provinces. Effectivement, qu'est-ce qui explique cela? À Kinshasa, par exemple, le prix du carburant, d'un litre de carburant est à 2300. À Lubumbashi, c'est 5000, par exemple. À Katanga, pas le même prix. Mbujima, pas le même prix. Qu'est-ce qui explique cela? Exactement. Alors là, c'est euh, la logistique, OK. puisque le pays est réparti en termes de zones concernant l'approvisionnement. Même dans la même zone, il y a cette différence de prix qui est due essentiellement à la logistique, l'état des infrastructures, mais aussi des taxes internes. Il y a ces taxes qui sont provinciales. Donc, quand le produit quitte Kinshasa pour arriver dans le Kwilu ou à côté ici, il doit payer le coût logistique, il doit payer des taxes de la province où ça va, Mhm. l'état des infrastructures, si ça rallonge le transfert, c'est qui augmente ce coût à la pompe. Alors, comment maintenant améliorer la sécurité des approvisionnements de ces carburants? Alors, pour améliorer la sécurité des approvisionnements, premièrement, l'idéal Mhm. serait arriver à produire sur place notre propre produit. Nous ne produisons pas. Non, non. Nous produisons le brut OK. entre 20 et 25 000 barils par jour, qui ne nous appartient pas dans le type de contrat qui existe là. Ce brut-là n'appartient pas au Congo. Ça appartient à la société qui exploite, OK, et qui va revendre et nous donner juste nos taxes et impôts. Alors, ces brut est apporté comme ça. Alors, nous consommons le produit fini que nous importons d'ailleurs. Les voies d'importation sont plusieurs. Il y a la voie ouest qui a une ouverture à l'océan Atlantique. Atlantique. C'est la voie la plus, on peut dire, la plus organisée, ok, qui Mhm. reçoit ce produit-là en grande quantité et qui essaie de acheminer dans les différentes provinces.
Si on produit sur place, nous pourrons diversifier les zones de production pour rapprocher le consommateur du lieu de production, premièrement. Deuxièmement, améliorer les infrastructures de logistique pétrolière. Le transport, l'idéal serait par pipeline. Ensuite, il y a la route avec les camions, citernes. Mais il faudrait aussi revoir l'état de certaines routes, surtout à l'intérieur de notre pays, en dehors de Effectivement. Kinshasa. Mm, Alors, ces deux paramètres déjà mm. vont sensiblement réduire la disparité de prix sur les territoires congolais. Alors, quel est l'impact du mauvais état de route sur le prix de carburant? Est-ce que l'état des routes influence l'augmentation ou l'inflation de carburant dans une province à une autre, Beaucoup, beaucoup, par exemple? du simple fait que, Mhm. voilà, les produits qui arrivent à Mwanda, qui remontent par le fleuve jusqu'à Matadi, de Matadi, c'est pompé à Kinshasa. Oui. Ok, nous sommes à Kinshasa, Mhm. le centre, où nous avons le produit aujourd'hui à le sens, c'est autour de 2600, Environ 2600. Oui. 600, Mhm. et pareil pour les gazoles. Mais ce même produit doit arriver dans le Grand Bandundu. Ok. Là, il n'y a pas de pipeline. Tu dois impérativement prendre la route. Or, le transport, le camion qui transporte ces produits consomme du carburant. On doit veiller à l'amortissement de ces camions-là. Mhm. On doit payer le transporteur. Les temps que le transport mettra, vu l'état des routes, tous ces coûts-là sont pris en charge et ce n'est pas la société qui le prend en charge, mais c'est le consommateur final qui le prendra en charge. Oh Du là là. coup, le prix à Kinshasa, sur papier, c'est égal au Égal. prix à Kwilu, Donc, oui. Ok. mais en réalité, le prix ne sera pas pareil sur Terre. Est-ce que l'État congolais ne subventionne pas les entreprises commerciales qui font ces travaux Oui, pour l'État, alléger un peu la tâche sociétale? non, l'État subventionne Hmm. les opérateurs pétroliers. Mais il faut déjà noter que la subvention est une faiblesse dans l'économie, la subvention des produits pétroliers. Comment ça? On ne le subventionne pas parce que on les aime beaucoup. Ok. C'est parce que le prix réel des produits pétroliers est très élevé. Alors, pour des raisons socio-économiques, Effectivement. on ne sait pas garder ces prix autant élevés. Mhm. Je donne un exemple clair. Aujourd'hui, les miniers Mhm. payent le carburant au prix réel. Les litres, c'est autour de 3 dollars. Ok. 3 dollars aujourd'hui, c'est environ 7 000 francs. Maintenant, imaginez que tout le monde payait au prix réel 7 000 francs, Mhm. c'est-à-dire que les transports coûtera très cher. Et si les transports coûtent très cher, avec l'effet domino, Mhm. tous les produits vont coûter cher. Alimentaires et services et tous les autres vont coûter très cher. Vous êtes doctorant dans la faculté de pétrole et gaz et vous assistez aux étudiants, vous leur enseignez concernant le produit pétrolier. Alors, devant les étudiants qui ne comprennent pas cela, comment expliquerez-vous la subvention de l'État face aux entreprises commerciales? Ouais, je pense l'avoir dit. Mhm. La subvention dans le contexte actuel est nécessaire parce que le prix réel du produit pétrolier, essence, gasoil, Mhm. le prix est très élevé. Et donc, les prix, par exemple, à la partie sud du pays où on applique la vérité de prix Mhm. pour le minier, le litre s'est négocié autour de 7 000 francs, 3 dollars. Donc 3 dollars 3 dollars le litre. le litre, ouais. Et si tout le monde devait payer le litre à 7 dollars, il y aurait un effet domino dans tous les secteurs de la vie économique. Parce que le moteur, le véhicule vont payer à 7 dollars, le coût des transports sera augmenté, le coût des denrées alimentaires de première nécessité seront augmentés, même les services seront augmentés.
Voilà pourquoi l'État le subventionne pour éviter cette crise socio-économique. Alors, le taxe influence-t-elle le coût final de produits pétroliers? Oui, dans la structure de prix, Mhm. les taxes représentent à peu près 50% du prix du litre. Parce qu'effectivement, il y a la Et, TVA et puis tout ce qui va avec. et la fiscalité, c'est autour de 50% du prix du litre. Alors, quel rôle de l'État dans la régulation du prix du carburant? Alors, l'État le subventionne. Hmm. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais on peut faire autrement. Comment ça? C'est-à-dire arriver à produire à moindre coût. Euh, la vision du chef de l'État, c'est de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire être la plus Vous y grande. croyez-vous? C'est sa vision. Ok. Ici, ce n'est pas question d'y croire ou pas, Ok. c'est un fait. Ah, impactons le fait. Oui. Hmm. Et donc, l'Allemagne, c'est pour dire la plus grande économie du continent. L'Allemagne ne détient pas des ressources pétrolières, en Mhm. tout cas à faible quantité. Mais il a des raffineries pour transformer ses propres produits pétroliers, son propre carburant, essence, diesel et ainsi de suite. C'est pour maîtriser son économie. On ne peut pas avoir une économie prospère lorsqu'on ne maîtrise pas l'énergie. On risque d'avoir un géant Mhm. avec des pieds d'argile. Au moindre secousse, tout s'effondre comme de châteaux de cartes. Château des cartes. Voilà pourquoi la RDC devrait produire et raffiner sur place en minimisant le coût de production. Donc, de ce fait, les litres peuvent se négocier Ok. à très bas prix. Le prix réel, la vérité de prix à ce moment-là peut être appliquée. Appliqué. Oui. Mais tant que nous importons, Mhm. déjà, nous n'importerons pas directement des raffineries. Nous passons par des intermédiaires, des fournisseurs. Ok. Donc, ce sont les différents coûts qui alourdissent le prix à la pompe. À la pompe. Et dans ces systèmes, dans Mhm. cette façon de faire, l'État est contraint de subventionner pour éviter ce que j'ai dit au préalable, les crises socio-économiques. Alors, vous nous poussez à dire, doctorant, est-ce qu'avions-nous des entreprises de raffinerie de produits pétroliers? Nous l'avons eu, Nous l'avons eu. oui, Actuellement, non. nous l'avons eu très tôt, juste après les indépendances, autour des Mais que fait années Sosir? 67. Sosir fait quoi, mais non? Saucir, effectivement, Hmm. qui, dans l'État, raffinait déjà du pétrole. Ok. C'est vrai qu'il ne couvrait pas l'entièreté de la demande nationale, Mhm. mais une bonne partie déjà, autour de 30%. Et actuellement? Et malheureusement, depuis les années juste avant 2000, Mhm. il ne raffine plus. On dit Alors, qu'il a fait la faillite. question, elle est là. Pourquoi Sosir ne raffine plus? Est-ce que c'est la volonté de l'État ou bien mauvaise foi de gens? Tout ce qu'on peut dire, c'est que après tant de recherches, c'est beaucoup plus un problème de gestion qu'un problème technique Mhm. avec la société. Donc, il y a eu un problème de gestion qui a amené à l'arrêt de la raffinerie. Mais depuis lors, voilà aujourd'hui presque 3 décennies, nous n'arrivons pas à relancer cette raffinerie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer cette raffinerie? Relancer la raffinerie, d'abord, c'est la volonté politique. Ok. Il faut aller chercher cette volonté politique pour que nous puissions relancer le raffinage du pétrole sur les territoires nationaux. Deuxièmement, nous avons les pays forment des ingénieurs dans ce secteur qui manquent peut-être d'expérience pratique, mais qui sont aptes à apprendre rapidement auprès des experts, des expatriés. On stipule que les étudiants qui ressortent de l'université en caractère d'ingénieur en pétrole, gaz, sur terrain, ils n'ont pas de la connaissance. Est-ce que le doctorant veut leur donner le b.a.-ba qu'il faut pour lutter face à cela?
Dire qu'ils n'ont pas la connaissance, c'est trop fort. Mais il faut dire qu'ils ont la connaissance théorique. Il leur manque la pratique. Il manque la pratique. Il faut faire le lien, ce Mhm. lien-là entre la théorie et la pratique, afin même de mieux améliorer l'exercice, la profession. Qui doit maintenant faire ces liens? Est-ce nous, Non, le lien, journalistes, bien vous, doctorants, le li- enseignants, chercheurs à l'université? C'est pas voilà, nous qui nous n'enseignons pas. voilà pourquoi j'ai parlé de la volonté politique. Effectivement. L'université est là pour former. OK. Mais il forme l'histoire de notre faculté. Mhm. La faculté est créée en 2010 avec objectif de former des spécialistes dans le secteur des hydrocarbures OK. pour améliorer ce secteur-là. Mhm. L'université fait ce travail-là, il forme. Mhm. Je crois que les premiers ingénieurs ont été mis sur le marché autour des années 2016. 2016. Et chaque année, on en produit. Maintenant, c'est à la Depuis politique, au système. 2010, 16 ans déjà. Oui, c'est maintenant à la politique générale de pouvoir utiliser ces produits-là de l'université. Vous ne pouvez pas ne pas les avoir utilisés, puis de loin les qualifier de non compétents. Tout à fait. Exactement. Mhm. Donc, ils ont besoin de cette pratique-là à l'état de faciliter l'accès aux stages OK. académiques et professionnels, et ensuite les mettre dans le marché d'emploi pour essayer d'œuvrer pour le secteur. Alors aujourd'hui, doctorant staff, on vous prend avec vos étudiants, vous vous rendez dans un gisement de hydrocarbures. Serez-vous à mesure de nous relever les données sismiques, géologiques, de faire de forage, enfin de trouver les hydrocarbures? Voilà. Sur terrain, Mm. oui, on peut faire certains relevés que nous faisons déjà dans des pratiques avec le faible moyen. Ah, vous le faites déjà Oui, avec le TP sur terrain. on amène les étudiants sur terrain OK. pour faire des levées géologiques Géologique, oui. avec des matériels à notre portée. GPS, marteau, ça on peut le faire. Les étudiants sont aptes à interpréter les données géophysiques et ainsi de suite. Mhm. Maintenant, c'est peut-être la manipulation des appareils que nous n'avons pas qui peut poser problème. Ça, ils doivent apprendre sur le lieu de stage. Très bien. Et dès qu'ils apprennent à manipuler, l'interprétation, ils savent interpréter, ils vont améliorer avec les différents cas qu'ils vont retrouver sur terrain. Et voilà, la machine va décoller. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la disparition de ces domaines, des hydrocarbures, sur le plan scientifique, mais pas sur le plan pratique? Sur le plan scientifique, vous et les étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants qui s'administrent dans la faculté? Oui, il y a encore des étudiants, mais il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins. En 2010, quand la faculté a été lancée, euh, en promotion de recrutement, Hmm. il y avait plus de 1000 étudiants. Plus de 1000. Plus de 1000. Aujourd'hui, on recrute beaucoup moins, autour de 100. C'est dit à quoi alors? Mais exactement, les politiques le disent même. On n'a plus besoin des juristes, d'économistes, on a besoin d'ingénieurs. OK. Mais le peu d'ingénieurs que nous avons déjà Mhm. ne sont pas utilisés, ont du mal à trouver de l'emploi. Et la jeunesse observe, lorsqu'ils arrivent, ils ont du mal à aller dans des études d'ingénierie. Mhm. Ils préfèrent aller là où ils peuvent facilement trouver des débouchés. Alors, ça, c'était une parenthèse, une grande parenthèse qu'on va y revenir. Oui. Parlons de carburant. Comment lutter contre la spéculation sur le produit pétrolier? La spéculation, la principale cause de la spéculation, c'est la rareté de produits. Il y a de cela quelques semaines, à Beni, le litre de carburant s'est négocié autour de 20 000 francs. Le litre. Le litre. Simplement parce que dans les circuits d'approvisionnement, Mhm. il y a eu un couac, donc le produit n'est pas arrivé à temps. Il y a rareté de produits dans le marché et tout le monde commence à spéculer. Oui, tout à fait. Maîtriser les circuits d'approvisionnement, Mhm. avoir des stocks stratégiques. Ça aussi, c'est le grand problème que nous avons. Mhm.
nous ne disposons pas ou pas suffisamment de stocks stratégiques sur toute l'étendue du territoire. Sérieux? Sérieusement. Mais je La vous ai RDC, la donné, République démocratique du Congo, nous manquons de raffinerie, nous manquons là où approvisionner ces hydrocarbures, pardon, le produit pétrolier. Mais comment on fait pour vivre avec le miette de carburant qui nous reste? mais je vous ai donné l'exemple de Beni, je crois, il y a 2 semaines. Mhm. Si à Beni, il y avait un stock stratégique, ça allait couvrir le retard d'approvisionnement. Parce qu'on allait injecter ce produit-là Effectivement. pour maintenir le prix. Mhm. Mais puisqu'il n'y avait rien, on ne sait rien faire, voilà pourquoi les prix a grimpé ainsi. Et même quand nous voyons les informels, c'est là déjà nous pousse à croire qu'on n'a pas suffisamment de ces stocks-là de sécurité et même stratégiques. Effectivement. Alors aujourd'hui, doctorant Kalala, on vous nomme directeur général d'une entreprise gérant le produit pétrolier. Quelle serait votre approche pour développer, changer notre manière de voir les choses, ou votre manière de voir les choses en tant qu'ingénieur en pétrole et gaz, énergie renouvelable? Euh, moi, si jamais j'étais dans le cercle de décision, Ok. je commencerai par proposer une feuille de route, la mise en place d'une politique dans le secteur des hydrocarbures. Je pense que je pourrais revenir là-dessus parce que nous avons déjà réfléchi même là-dessus. Ok. On- je ne dis pas que c'est parole d'évangile, Mhm. mais au moins une base sur laquelle on peut lancer un débat. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le secteur des hydrocarbures, l'information ne circule pas tellement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. On a des miettes d'informations à gauche, à droite. Avez-vous Ah, pas de structure pour parler de ça? Je vois des ingénieurs polytechniciens, ils ont créé des structures, d'autres ils ont fait des structures. Vous, en tant qu'ingénieur pétrolier, avez-vous pas des structures pour parler de ça? si, il y a des structures Comme comme l'Association des ingénieurs pétroliers du ça Congo, existe en RDC? IPEC RDC. Oui, ça existe depuis 3 ans maintenant. Bon, je ne suis pas très habilité. Je suis pas habilité pour parler au nom de cette association, Ah, ok. mais néanmoins, Est-ce que vous faites partie de néanmoins, cette association? néanmoins, je pense que cette association a de l'avenir. Ok. Ouais, ça traîne encore les pas. Il y a question, peut-être un problème de leadership. Mhm. On ne sait pas évoluer lorsqu'on a des leaders Dunning, avec l'effet Dunning. Fait Et Dunning. c'est c'est lui-même qui développe ça. Ok. Effet Dunning, Mhm. genre, Very down. on estime le moins compétent Mhm. pense qu'ils sont le plus compétents. Si on qualifie ceux qui essaient de réfléchir ainsi, Mhm. alors il n'y aura pas de débat. Or, pour que les choses évoluent, il faut lancer les débats. Dans les chocs des idées, Mhm. la lumière jaillit. C'est triste que dans ce pays, nous parlons que politique. Aujourd'hui, la question sur le changement de la constitution ou pas, Mhm. on en parle, on le mange avec toutes les sauces. Est-ce qu'il y a des articles, en parlant de la Constitution, parce que quand on ne parle pas de la politique, elle va s'en occuper de nous, hein. Mhm. En parlant de la Constitution, il y a des articles là-dessus qui touchent le secteur des hydrocarbures, où on voudrait aménager, changer comme vous voulez. Je ne suis pas un spécialiste de la Constitution, mais je sais que dans un des articles, l'État garantit l'accès à l'énergie à tout Congolais. Effectivement. Malheureusement, il y a certaines zones de ces territoires qui n'ont pas accès à l'énergie. C'est ce qui fait que votre domaine, vous manquez de leadership, raison pour laquelle moi je ne connais même pas cette structure des ingénieurs pétroliers en RDC. Parce que vous ne touchez pas des couches de décision. Si vous atteigniez de couches de décision, nous n'aurions pas dû parler de cette structure actuellement. Oui, la structure est encore jeune, Hmm. elle est en train de s'organiser, OK. mais effectivement, il doit se faire entendre par des réflexions, par des propositions de pistes de solutions aux autorités.
Vous devenez manager de cette structure. Qu'allez-vous proposer? Aujourd'hui, moi, Oui, euh, je commence d'abord par conscientiser les membres. tout à fait. Nous réfléchissons sur les questions de l'heure dans le secteur des hydrocarbures. Effectivement. Nous devons être les premiers à y réfléchir et à trouver des pistes et des solutions que nous allons proposer aux décideurs. Parce qu'il est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, on revise la loi sur les hydrocarbures et on n'associe pas les spécialistes en hydrocarbures. Parce on devient expert pétrolier, Mhm. il n'y a que par deux moyens. Le Lequel? premier moyen, c'est par la voie académique. Vous étudiez, vous êtes licencié, master ou docteur. Là, vous êtes expert. Deuxième moyen, c'est par la profession. Mais il faut occuper un poste de décision. Ce Effectivement. n'est pas parce que vous êtes pompiste Mhm. que vous êtes expert. Là, vous êtes exécutant. Il faut être dans le poste de décision. Premièrement, On peut être expert pompiste. pas expert pétrolier. Ah! Poste Aïe, de aïe, aïe. décision, Mhm. et il y a l'ancienneté qui intervient, Mhm. au moins 10 ans, et puis surtout les résultats. Effectivement. Pendant 10 ans de décision dans les secteurs, Mhm. quels sont les résultats? Parce que si les résultats sont négatifs, OK. alors vous n'êtes pas expert, vous êtes incompétent. Alors, en parlant de carburant toujours, quel impact la hausse des prix du carburant a-t-elle sur la population de la République démocratique du Congo? L'impact, la hausse de carburant touche tous les secteurs. Ok. Le gouvernement se débat pas mal. Mhm. Dans le contexte où nous sommes, Mhm. le gouvernement ne se débat pas mal. Mais c'est beaucoup plus le ministère de l'économie qui le fait. Parce que quand on parle de subventions, le ministère de l'économie, c'est vrai qu'ils C'est sont... pas le ministère des hydrocarbures. Non. En tant que doctorant, pourriez-vous nous expliquer la différence entre les deux ministères? Parce que je vois des fois ça chevauche entre économie nationale et des hydrocarbures. Non, le ministère des hydrocarbures gère le secteur pétrolier dans son entièreté. Mhm. De l'exploration, production, raffinage, transport et commercialisation. Cependant, pour le produit pétrolier qui est un produit stratégique, Là, vous parlez du ministère des hydrocarbures, oui, qui qui gère tout gère ça. toutes les chaînes. Oui, Mhm. toute la chaîne. Maintenant, pour le produit qui est stratégique comme le carburant que nous utilisons, les prix sont fixés par l'État et à travers le ministère de l'économie L'économie nationale. nationale. Ok. Voilà. Mhm. Ah, ça, c'est très bien. Alors, la dépendance aux importations menace-t-elle la stabilité énergétique en RDC? Énormément. Comme? Nous avons un cas sous le nez, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. OK. Une situation qui se passe à des milliers de kilomètres de la RDC, mais qui nous touche directement. Pourquoi? Simplement parce que nous dépendons totalement des importations et la majeure partie qui passait par ces détroits-là. Mhm. Puisque il s'est créé cette rareté de produits, le prix flambe. On ne l'a pas beaucoup ressenti à Kinshasa parce qu'il y a subvention, mais d'une manière ou d'une autre, nous les ressentons. Subvention, c'est-à-dire la trésorerie publique Mhm. dépense plus pour le même produit que nous consommions il y a quelque temps. Et le fait que les miniers payent aujourd'hui le carburant autour de 3 dollars a encore un impact sur les recettes de l'État. Parce que le coût d'exploitation augmente, la compétitivité des compagnies diminue, les recettes diminuent. Donc, les recettes, les impôts de l'État dans ces secteurs diminuent également. Et donc, c'est vrai, la population ne le sent pas directement aussi, Mhm. mais sur papier, à long terme, nous allons le ressentir. Et surtout que nous ne savons pas
quand est-ce que la crise de l'autre côté sera décantée? Alors, on ne peut pas se détourner vers d'autres sources d'énergie comme renouvelables. Oh, les énergies renouvelables, oui, il faut y penser, Mhm. Parce que la mais détroit d'Ormuz, on ne sait quand même pas quand est-ce que ça sera ouvert. j'ai dit oui, mais ce n'est pas comment. Il faudra le préparer. Il faut nous préparer. Il faut préparer le Congo à arriver à ces énergies-là. Le Congo n'est pas encore prêt. Non, Comment? l'électricité que nous avons dans tout le pays Oui. provient à plus de 95% Mhm. de l'hydroélectricité. Et les produits pétroliers sont utilisés pour nos moteurs véhicules et l'industrie, notamment l'industrie minière. Mhm. Alors, si on parle d'énergies alternatives, c'est-à-dire que ça doit intervenir dans le transport. Or, on a déjà du mal à charger nos téléphones. On a du mal à préparer avec des plaques électriques parce que nous n'avons pas cette électricité en permanence. Mhm. Parce que quand il est là, il est des fois faible. Nous faisons recours au charbon, au bois énergie. Mhm. Et imaginez aujourd'hui que nos transports, c'est en moteur électrique, où nous allons nous recharger nos batteries. Alors aujourd'hui, l'énergie renouvelable ne touchera plus, on doit patienter pour y toucher encore. Nous devons Parce que la créer, RDC dépend d'abord ou encore des énergies non renouvelables. nous devons créer l'environnement Mhm. nécessaire qui va nous permettre à basculer vers ces énergies-là. Comment le Et, créer? Comment le créer? et nous ne devons pas être pressés parce qu'aujourd'hui, le pétrole est encore roi. Le rendement des énergies renouvelables ne sont pas encore aussi efficaces. On dit que votre domaine, ce sont des énergies non renouvelables. C'est-à-dire, Oui. ça part déjà l'épuisement. Et vous dites que votre domaine est encore roi, aussi longtemps les énergies renouvelables vous remplacent déjà. Les gens pensent que c'est un nouveau discours, que les pétroles s'épuisent. Alors que déjà aux années 90, Mhm. on disait que le pétrole d'ici 2000 sera épuisé. Mhm. Or, la consommation du pétrole ne fait que croître. Les nouveaux À gisements, combien de barils les nouveaux gisements À combien de ne barils, se font monsieur que le doctorant? découvrir. À combien de barils Aujourd'hui, ça croît encore? aujourd'hui, le monde consomme un peu plus de 20 millions de barils jour. Jour. Certifié. Exactement. Donc votre domaine vit encore. Et d'ailleurs, l'Afrique, l'Afrique, Mhm. en général, l'Afrique en général, on produit 10 millions de barils jour. La moitié déjà. Et la, comment on dit ça? La consommation énergétique de l'Afrique Mhm. en énergie fossile représente à peine 4 millions de barils jour. C'est-à-dire que l'Afrique peut produire le pétrole et le raffiner pour son autosuffisance. Donc, dans la politique énergétique ou bien pétrolière, nous devons aussi intégrer le côté coopération régionale pour développer cette industrie. On aura beaucoup de temps et de choses à discuter entre doctorants et d'autres connaissances scientifiques ou connaisseurs scientifiques. C'était pour vous le mission Conglomérat énergétique. Quel réel plaisir de vous recevoir, monsieur le doctorant Kalala, staff. Le plaisir est À chaque fois partagé. que nous aurons besoin de vous, vous devez passer. Hein. Je suis très disponible. D'ailleurs, je souhaiterais qu'on parle de la politique dans le secteur des hydrocarbures en RDC. Comment on peut Prochainement, on va parler de l'améliorer. cette politique, comment arranger les choses dans ce secteur des hydrocarbures en RDC. C'était pour vous, Conglomérat énergétique. Suivez votre chaîne, continuez toujours à suivre votre chaîne. Sacré Vision Média Canal Pro, la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. Bye bye.